Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bénézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Delphine, comment vas-tu ? Salut Baptiste, ça va et toi, la presque veille des vacances? Bah écoute, ça va très bien. Effectivement, on enregistre ce nouvel épisode le 1er août 2022, donc on est effectivement pas trop loin du top départ des grandes vacances. Je suis ravi de te recevoir Delphine. Alors Delphine, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es la CEO et la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Ma Bonne Fée, c'est ce qu'on appelle une HR Tech, donc une solution numérique principalement à destination des organisations qui se posent pas mal de questions autour de la qualité de vie au travail, qualité de vie de leurs collaborateurs. Donc tu touches du doigt énormément de sujets autour de effectivement les moments un peu clés dans la vie d'un collaborateur, que ce soit j'imagine l'onboarding, la parentalité, le départ à la retraite, d'autres événements du quotidien qui peuvent avoir un impact sur sa vie au bureau. On va discuter tout ça. Et tu travailles aussi beaucoup en ce moment sur des sujets liés au travail à distance, liés à la santé mentale. Je pense que c'est un corollaire. Alors moi je l'approche beaucoup par ce prisme-là, mais c'est un sujet plus large, la santé au travail et l'équilibre pro-perso. J'ai vu aussi que tu as beaucoup d'initiatives dans le sillon de la diversité, de l'inclusion, l'égalité homme-femme, le handicap, ces sujets-là. Voilà, à tous ces titres, je suis vraiment ravi de te recevoir. Avant qu'on rentre directement dans le vif du sujet, est-ce que je peux te demander de te présenter un peu plus en détail que je l'ai fait, revenir sur ton parcours et puis nous présenter Ma Bonne Fée? Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis Delphine Cochet. J'ai cofondé effectivement Ma Bonne Fée il y a 4 ans et demi. Et avant ça, j'ai passé environ 10 ans dans une agence de communication événementielle. Et je suis rentrée dans cette agence en stage. Et j'ai évolué assez rapidement dans l'agence, puisqu'au bout de 4 ans et quelques, j'en ai pris la direction. Donc c'est toujours d'ailleurs, Vagramez-vous, une agence de 25 personnes. Ils font, je sais pas aujourd'hui, 10 millions de chiffre d'affaires. Et, et c'est marrant parce que je pense que la partie learning by doing, c'est clairement l'illustration de ce que j'ai fait sur ces 10 premières années en grandissant dans une entreprise, une petite PME, et en ayant vraiment pas mal de casquettes. Donc voilà. Et puis les heureux hasards de la vie ont fait que j'ai eu 2 enfants, 2 congés maternité assez rapprochés dans cette petite PME. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour arrêter tout ça et me le lancer moi-même dans l'aventure entrepreneuriale, plutôt que de diriger une entreprise qui n'était pas la mienne. Et voir ce que ça faisait d'avoir sa propre entreprise. Et donc, à la naissance de mes enfants, dans la foulée, j'ai préparé mon 2e congé maternité, j'ai préparé mon départ et pas mon absence. Super clair. Et du coup, La Bonne Fée aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es sur le sujet? Et puis, est-ce que tu peux repréciser un petit peu la mission que vous êtes Ouais. fixée? Alors, donc, Ma Bonne Fée a 4 ans et demi. Je vais t'épargner les premières années parce que comme pas mal de boîtes, on a fait des pivots. On a commencé en B2C, on a créé un réseau de nurses de nuit. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître au départ. Et puis, sur ce sujet, on a découvert assez rapidement le sujet de la parentalité de manière générale et de l'épanouissement vie pro, vie perso, et notamment donc avec les entreprises. C'est ce qui a fait qu'on a atterri sur le sujet au départ de la parentalité et ensuite plus largement de la qualité de vie au travail, donc en entreprise. Et alors si je prends beaucoup de hauteur, parce que j'aime bien prendre de la hauteur, notre mission est ce qui nous fait nous lever le matin, même quand c'est très difficile, l'entrepreneuriat, on va pas se mentir. Notre mission, c'est vraiment d'aider les entreprises à créer un environnement de travail dans lequel
les salariés peuvent toutes et tous s'épanouir, quel que soit leur parcours de vie, leurs contraintes personnelles. Et ça, c'est important parce que ce qu'on dit, c'est il n'y a plus ce qui se passe à la maison reste à la maison et ce qui se passe au bureau reste au bureau. Il y a un entremêlage assez fou de un peu tout. Le bureau s'invite largement à la maison et la maison s'invite largement au bureau. Et donc, c'est aider les entreprises à créer cet environnement qui va faire que, et un petit peu comme tu l'as cité, que ce soit des sujets autour de la famille, depuis le désir d'un enfant, une naissance, que ce soit un décès, des séparations, le fait d'être aidant, le fait de rencontrer des difficultés éducatives, le fait d'avoir des difficultés financières, d'être en situation de surendettement, le fait de vivre des situations de stress professionnel intense ou de perte de sens ou de se retrouver malade du jour au lendemain. Enfin bref, je peux te citer un nombre d'exemples énormes puisque de toute façon, c'est ce que je vais appeler ces fragilités, ces épreuves qu'on a tout au long de la vie. En fait, elles concernent près de 56% des salariés, c'est une étude de Malakoff Humanis, déclarent qu'ils sont en train de vivre une fragilité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Donc, à l'instant T, et ça pour 93% des entreprises de plus de salariés, de plus de 10 salariés, donc tu vois, le panel est très très large. Mmh. À l'instant où n'importe quel auditeur ou auditrice nous écoute dans son entreprise, si elle fait plus de 10 salariés, ben, pour 9 sur 10, à l'intérieur, il y a 6 salariés sur 10 qui disent qu'ils sont en situation de vulnérabilité. Autrement dit, c'est tout le monde et ça concerne tout le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On a déployé une solution, alors comme tu l'as dit, digitale, numérique, sur laquelle on retrouve un mélange, un combiné d'assistance individuelle avec tout un réseau d'experts qu'on a déployé autour de chaque thématique. Et donc, nos care managers, c'est vraiment, on a lié l'humain et le digital. Nos care managers vont avoir l'expertise d'accompagner les salariés dans leurs problématiques. Et on le couple, alors notamment avec beaucoup de coaching et d'expertise autour d'assistance sociale notamment. Et tout ça pour accompagner de manière individuelle le salarié. Et on le couple avec beaucoup de contenus qui sont là aussi pour sensibiliser de manière un peu plus light et individuelle, et aussi pour apprendre, apporter aussi de l'apprentissage sur soi-même, sur les autres. Parce que ça peut te concerner toi, mais ça peut concerner un collègue ou une collègue, ça peut concerner une personne de ton équipe. Et on n'a pas tous été formés, voire on est rarement formés à accompagner un collègue qui vient de perdre son conjoint ou sa conjointe. Et c'est pas toujours simple, à la fois en termes humains, de soft skills, mais aussi tous les impacts que ça va avoir dans l'organisation derrière. Est-ce qu'on remplace tout de suite? Est-ce qu'on remplace plus tard? Est-ce qu'on se dispatche l'émission? Pendant combien de temps? Enfin, tu vois, il y a plein de détails très concrets sur lesquels on va pouvoir accompagner les équipes de manière individuelle, parfois collective si nécessaire. Je trouve ça hyper intéressant et j'ai vraiment l'impression que vous remplissez alors, j'ai que le terme anglais qui vient, un blind spot, donc un endroit où il y a pas de, il y a un peu un désert sur ce sujet. Alors effectivement, dans le meilleur des cas, les collègues font preuve d'empathie, trouvent des solutions, font preuve de souplesse. Dans le pire des cas, on n'en parle pas parce qu'on ne sait pas comment en parler. Donc clairement sur ce sujet-là. Avant qu'on re-rentre sur effectivement le contenu ou ton constat un peu sur le comment dire, sur la situation sociale, parce que j'ai l'impression que c'est, alors QVT, ça fait un moment, enfin, qualité de vie au travail, qui est un peu souvent un gros mot, et là on voit très concrètement ce que ça peut vouloir dire, et on voit que ça a des impacts très très concrets. C'est un sujet qui est, je pense, encore nouveau. Alors, ça m'intéresserait d'avoir ton retour là-dessus. Avant ça, vos clients, c'est quel type d'organisation en général? C'est plutôt des grosses structures? Il y a des industries qui sont plus, je ne sais pas si c'est réceptif ou plus en avant sur ces sujets-là? Alors, nous, notre cible, c'est vraiment les PME ETI. Donc, à partir du moment où tu vois vraiment le cœur de nos accompagnements, c'est entre 200, 250 salariés et 2000, 2500 salariés. C'est-à-dire que c'est des structures sur lesquelles tu as d'autant plus la répercussion de ce type de sujet. Ça concerne un grand nombre de personnes en général. À la fois, encore une fois, ça peut être des sujets entre guillemets plus légers,
mais de fragilité potentielle, comme la naissance d'un enfant, donc un congé maternité, un congé paternité, accueil de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment le type de taille. Après, sur le secteur, nous, alors je sais pas si c'est par opportunisme, par ce qui s'est fait. On a beaucoup accompagné alors dans le secteur plutôt tertiaire. Donc, on a pas mal de boîtes de la tech comme clients, comme Meilleurs Agents, Scality, par exemple. On a aussi beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille côté finance et banque. Donc, on travaille avec le groupe Crédit Coopératif, qui est une entité du groupe BPCE. On travaille aussi avec Tikeo Capital, qui est une grosse entreprise du capital investissement. Et puis avec les assurances, on a découvert qu'en fait le sujet qu'on adresse, c'est aussi un des pans qui est de plus en plus adressé par les offres de prévoyance santé, Mhm. des assurances et mutuelles, et qui ont commencé par adresser, et en entreprise qui est devenu d'abord le premier niveau obligatoire et assez c'est très récent au final, de te faire rembourser, d'avoir une mutuelle et de te faire rembourser tes médicaments. Et puis ensuite, on est allé sur du un peu plus concret, jusqu'à des offres très modernes avec des Alan aussi qui viennent un peu tout bouleverser, où justement ils ajoutent à l'intérieur de l'offre et puis ils testent aussi des offres type Alan Baby, alors qu'ils se sont arrêtés, mais d'autres type Alan Mind sur la santé mentale. Et donc, de la même manière, tu as tous les acteurs, même historiques. Un de nos gros clients, c'est Malakoff Humanis, qui sont sur ces sujets des fragilités, qui sont sur, en plus des offres, des sujets mutualistes, donc qui ont vraiment à cœur, et c'est dans leur raison d'être, d'aller accompagner les salariés dans les moments de fragilité potentielle, et au moins de donner aux entreprises les outils pour être dans la prévention de ce qui peut arriver. Et l'idée étant évidemment, et ça je le dis souvent aux clients, l'objectif derrière, ça reste un objectif de productivité durable, mais de productivité quoi qu'il en soit. C'est comment une personne qui est malade ou qui a un cancer, comment je m'assure de la maintenir dans l'emploi, comment je m'assure que quand elle revient, elle a sa place et qu'elle se sent aussi, elle a ce niveau de confiance en elle, cette personne, pour revenir dans les bonnes conditions. Donc voilà, donc il y a énormément de sujets, et donc c'est aussi pour ça qu'on a déployé des offres en partenariat avec notamment certains assureurs et mutuelles, et voir avec des branches professionnelles. Alors là, je vais pas rentrer dans les méandres, mais quand on travaille dans une structure privée, alors moi je suis pas, j'ai découvert ce monde-là, tu vois, donc j'apprends en faisant le monde des branches professionnelles, qui est composé des organisations syndicales et patronales, et qui veulent créer pour les salariés qui sont de la convention collective de la branche, qui veulent créer aussi des offres et des accompagnements dans des situations de fragilité. Je vais te donner un exemple de ce qu'on fait très concret. La branche BET, qui est plus connue en général sous le nom de Syntec, qui est la Oui. branche d'études, en gros, c'est toutes les ESN, toutes les entreprises, Du des conseil. entreprises du numérique, de la tech, et du conseil, exactement. Donc cette branche-là a sollicité les co-assureurs référencés pour leur dire, voilà, on a repéré que la parentalité, c'était une fragilité, notamment dans la foulée du confinement. Donc on voudrait que nos adhérents puissent bénéficier d'une offre qui serait financée par la branche. Et donc on a déployé avec 3 co-assureurs et pour la branche du financement de garde d'enfants et de soutien scolaire. Et donc nous, on est l'outil central tech qui allons synchroniser les partenaires, etc., pour apporter une offre de service très à la fois qualitative et très concrète aux salariés de la branche. Donc s'il y en a certains d'ailleurs qui nous écoutent, vous pouvez bénéficier, si vous êtes chez Malakoff Humanis, Harmonie Mutuelle ou Aesio Mutuelle, vous avez des heures de garde d'enfants et des heures de soutien scolaire qui sont financées. Super clair. Merci beaucoup pour l'explication. On voit mieux effectivement euh,
qui sont tes premiers partenaires et qui a effectivement une logique même alors je sais pas si c'est de coalition, en tout cas de groupement autour de ces sujets-là, un peu comme dans le domaine de la formation d'ailleurs, sur certains points, ou de la prévention sécurité sur d'autres. Je voulais te poser la question que je t'ai préparée tout à l'heure. Ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans, tu disais que tu as lancé ma bonne fée. Comment tu vois évoluer ce sujet-là de la qualité de vie au travail qui a été, alors il y a eu une sorte de mouvement un peu pendulaire, ça a été, on a beaucoup parlé des Chief Happiness Officer à un moment donné, ensuite on s'est dit, bah, attendez, à quoi ça sert? La crise Covid est arrivée et effectivement on s'est dit, ah bah tiens, on s'est super productif à distance, mais on a peut-être éludé le fait que bah, si on était connecté de 8h à 19h non-stop, il allait y avoir des effets de bord pas forcément ultra bénéfiques. Au-delà de ces mouvements, alors qui sont très contextuels, je pense qu'il y a des mouvements même un peu sociaux, enfin, un peu complètement sociaux, notamment le sujet de l'égalité homme-femme, qui est un sujet, je pense, quand on parle de parentalité, bah derrière on parle aussi de ce sujet-là. C'est quoi ton regard, toi, sur le... Alors c'est une question qui est super large, hein, je pense qu'on pourrait la diviser en petits bouts, mais déjà du parcours que tu as eu, où tu as commencé à t'intéresser à ce sujet-là avec les nurses de nuit, jusqu'à ce que vous faites aujourd'hui, qui a l'air super évolué, super processé. Euh, Comment tu as vu les choses évoluer? Voilà, j'imagine que c'est accéléré, mais c'est quoi ton regard là-dessus? Je te dirais, alors ma réponse, je ne sais pas si je vais répondre directement à ce que tu dis, mais je vais te dire que je vais plutôt l'adresser par l'angle des enjeux que rencontrent nos clients aujourd'hui. Ouais. En fait, déjà, il y a une chose, et on va commencer par le basique, qui sont les obligations sociales et légales. Et il y a aujourd'hui des obligations qui sont de prévention, de sécurité, d'inclusion. Donc, à partir du moment où tu as un certain nombre de salariés dans ton entreprise, il doit pouvoir y avoir un service social du travail, des référents handicap, harcèlement, une gestion, une sensibilisation aux risques psychosociaux. Il doit y avoir en plus des négociations obligatoires, et donc tu en as parlé notamment sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail qui s'est rajoutée au 31 mars 2022. Donc ça veut dire qu'une boîte, alors je vais faire dans les grandes masses pour pas rentrer dans les détails, mais à partir du moment où tu as 250 salariés et puis que tu respectes un peu les règles, que tu as CSE, etc., tu dois faire des choses. Ça, c'est la première chose. Mais souvent, c'est pas que tu dois, c'est aussi que tu veux, en tout cas dans l'environnement. Et les deux autres sujets, ça va être ce que tu cherches à créer. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de les cultures et des environnements de travail, de promouvoir l'équilibre des salariés. Et comme je disais tout à l'heure aussi de productivité durable. Aujourd'hui, la priorité très concrète des équipes RH, des directions générales, c'est comment j'améliore l'engagement, la fidélité de mes salariés, comment je diminue mon turnover, comment je suis plus attirant. Et on est là, en tout cas aujourd'hui, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, parce que j'ai pas de boule de cristal, mais aujourd'hui, la logique, en tout cas par rapport aux 10, 12, 15 dernières années, elle est complètement inversée par rapport à ce qui était avant. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qui dicte un petit peu le sujet de la qualité de vie au travail, c'est les attentes des salariés. Et quand tu sais que tu as, alors je peux te donner quelques autres chiffres parce que j'aime bien les chiffres, mais tu as 42% des absences en entreprise, c'est lié à la qualité de vie au travail. Quand tu sais que aujourd'hui, tu as 58%, donc presque 6 candidats sur 10 qui considèrent que la conciliation vie privée-vie pro, c'est un des critères majeurs de leur choix d'emploi. Tu vois, avant même l'intérêt intrinsèque du poste. Donc, et ça, c'est une étude Randstad de 2021. Donc, ça veut dire derrière que ces sujets de qualité de vie au travail, non seulement ils sont en fait imposés par les attentes des salariés, et donc derrière, ça a un impact sur l'entreprise elle-même. Comme je disais, elle veut attirer, elle veut fidéliser, et puis elle veut aussi être reconnue comme une entreprise qui est responsable et qui est, j'ai presque envie de dire, à la pointe de l'innovation sociale. Donc ça, c'est ce qui fait, c'est l'évolution que je vois. C'est vraiment lié à ce retournement de situation sur la partie recrutement. Il y a évidemment aussi, et on va rester optimiste, des,
et souvent mes clients, ça reste les équipes RH. Donc il y a derrière des volontés très humanistes sur le Mmh. projet en lui-même de ce que veut dire la qualité de vie au travail ou la qualité de vie globale, peu importe comment on l'appelle. Mais après, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a ça existe encore des entreprises, où les directions générales ont pas forcément cerné ça. Et moi, je leur parle pas vraiment, hein, c'est ce truc-là, ou alors les échanges s'arrêtent assez vite. Donc mon prisme est quand même un peu biaisé, tu sais, les fameux Mmh. biais par Ouais. ceux à qui je parle, qui voient un intérêt intrinsèque à leur productivité. Alors je suis complètement d'accord avec toi. Le cas de figure que alors de très loin on touche à ces sujets-là, de notre côté, chez Team Bakery, mais souvent on a, ton premier niveau, donc on va dire les fonctions RH sont plutôt, je pense, convaincus de ce discours, celui que tu viens de tenir. C'est souvent alors au-dessus ou à côté que ça pose problème, enfin que ça pose problème ou que c'est plus compliqué. Est-ce que tu as, je sais pas, 2-3 arguments un peu massus pour, finir de convaincre, son chef qu'il faut s'occuper de la qualité de vie au travail des collaborateurs pour, un, diminuer le turnover, et deux, attirer ces futurs nouveaux talents dont on a besoin pour continuer à rayonner. Est-ce qu'il y a des trucs où tu dis, bon, ça c'est vraiment les arguments, enfin, tu t'en as donné quelques-uns, mais est-ce que tu as une martingale là-dessus? Alors, j'adorerais te dire que oui, j'ai les arguments qui font mouche, que j'ai the ROI, et il y en a des ROI un peu tirés par les cheveux, quand tu investis 100 euros, tu gagnes 108 euros quand tu as investi sur les sujets de la parentalité. Il y a quelques, mais quelques chiffres, mais le problème, c'est que ça impacte tellement d'éléments qui ne sont Mm. difficilement mesurables et reliables les uns aux autres que j'arrive pas à venir. Et là-dessus, tu vois, on apprend chaque jour et on essaye de s'améliorer, mais je ne peux pas venir vers les équipes RH avec voilà pourquoi Mm. vous devez le mettre en place. Après, tu vois, je te L'équation donne un magique, exemple quoi. très non. Après, ça nous arrive quand même parce que on a tellement. Là, on est en train de signer avec une entreprise du bâtiment où on veut. Donc, tu vois là, le sujet, c'est donc une entreprise du bâtiment qui ouvre des points de vente en physique, en retail, et qui se retrouve confronté à de l'absentéisme qui a un impact sur son chiffre d'affaires et évidemment donc la La solidité performance. de la structure. Voilà. Et ils ont pointé qu'une des principales raisons de l'absentéisme, c'était notamment les sujets de garde d'enfants. Je te donne un exemple très concret. En fait, là, oui, c'est assez facile de te dire, regarde combien te coûterait une solution ponctuelle de financer une place en crèche, de financer une recherche de garde à domicile ou autre, et compare à ce que tu perds sur une journée d'absence en termes de chiffre d'affaires. Mm. Et ça, ça peut fonctionner aussi sur, là je t'ai donné l'exemple du BTP parce que c'est un qu'on est en train de signer, mais ça marche encore mieux sur des profils consulting. Mm. Quand tu es à un TJM de 1500 euros jour, ton calcul il est vite fait quand tu vois que c'est un peu moins que le coût final d'une place en crèche pour un salarié, tu vois. Donc voilà, ça c'est des exemples de retours et d'arguments qui parfois vont convaincre les, euh, les directions. Alors, c'est pas l'équation magique, mais Après, c'est hyper clair déjà. Si on doit retenir un truc, c'est commencer par identifier les points de friction ouais, actuels et concrètement, on parle de quoi? exactement. Est-ce que c'est des Mm, journées en crèche? Est-ce que c'est effectivement, faire attention à des gens qui sont en congé mm. maladie, choses comme ça et Exactement, j'allais te donner un autre exemple, c'est ça. ramener ça à une journée, travaillée ou même mieux, une journée facturée. Un client, si vous avez un métier de service, je pense que ça se modélise assez simplement en réalité, si on le multiplie par le nombre de cas nombre d'occurrences qui peuvent arriver sur une année, glissante, par exemple. Exactement, et ça, comme tu l'as très bien dit, tu peux le faire on sait que 50%, donc 50% des salariés seront atteints par la maladie ou le handicap au cours de leur vie professionnelle, que ce soit de manière ponctuelle ou définitive. Donc ça, tu sais que ça va toucher potentiellement tout le monde. On sait aussi, tu as
70% des salariés qui disent qu'ils sont fréquemment en situation d'anxiété. Bah ça, c'est aussi des sources d'absentéisme. Donc tout ça, tu peux le mettre en face de coûts, Mmh. mais souvent, c'est pour ça que je dis de manière très transparente, c'est toujours un peu un micmac indétricable, mais tu peux prendre quelques points assez ponctuels pour te dire, bon bah voilà, qu'est-ce que je vais essayer d'améliorer. Et après, Mmh. je reviens, tu vois, je pense là spontanément à des exemples, parce qu'on a parlé de l'égalité pro entre les femmes et les hommes. Tu vois, on a certains de nos clients, donc nous, on s'intègre beaucoup dans les accords égalité pro, les accords QVT. Et parfois, tu as des objectifs aussi à atteindre qui sont définis dans les accords. Donc là, ceci, il n'y a pas le choix. Certains de nos clients, c'est diminuer l'absentéisme lié à de courte durée. Et donc là, tu vas aller chercher tout ce qui peut être source de cet absentéisme-là. Il y en a, c'est euh, augmenter. Alors, je te donne des exemples très concrets. On a un de nos clients pour lequel un des objectifs dans l'accord, c'est d'augmenter le taux de congés paternité pris. Parce qu'ils ont remarqué que leur taux était trop faible. Et bah ça fait partie des accords. Et donc, bah, concrètement, c'est comment on va faire en sorte qu'on en ait plus qui soient pris. Et ce même client, il a même pour ambition d'augmenter le pourcentage de temps partiel pris après la naissance d'un enfant. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans les grands chiffres classiques des temps partiels qui sont pris plutôt par des femmes. Et donc, ils souhaitent rééquilibrer. Et bah derrière, voilà, c'est tous ces plans d'action, en fait, ils doivent forcément raisonner, enfin, c'est plutôt ces mesures doivent raisonner avec des plans d'action. Mmh. Et peut-être que tu vas tester plein de choses et tu sauras pas exactement ce qui va faire que ça améliore, mais ben il faut un peu, enfin, je vais l'utiliser plein de fois, mais learning by doing, tu essayes plein de choses et c'est ce combiné de plein de choses qui va te faire atteindre tes objectifs. C'est super clair et tu m'offres une super transition, sur un autre sujet dont je voulais, discuter avec toi, qui est la partie alors on voit bien, tu nous as expliqué dans ton produit, il y a 2 parties. Il y a une partie qui est vraiment, on va dire, j'ai je vais pas utiliser le bon terme, m'en veux pas, mais guichet unique sur ces sujets-là, de dire, bah, en fait, mise en relation Ouais, avec des experts, déclenchement d'une solution, de garde ou de sujets comme ça. Et il y a une partie plus sur la sensibilisation, donc la partie plus, alors je sais pas si c'est contenu, pédagogie, ouais. autour de ça. Ça m'intéresse qu'on revienne un peu là-dessus. Est-ce que toi, justement, dans tout ce que tu as testé, depuis 4 ans là-dessus, est-ce que tu as une, alors, je sais pas si c'est une recette magique, encore une fois, l'idée je pense qu'il y a plein de solutions possibles, mais quel levier tu as identifié pour effectivement avoir une sensibilisation efficace, sachant qu'effectivement, quand on sensibilise, on peut pas. Enfin, je pense que c'est illusoire de viser tout de suite 100% d'adhésion à un Mm. projet, à un plan d'action. Bah, non, et puis c'est hyper. Enfin, je vais te parler de choses très concrètes et je vais mettre tes pieds dans le plat. Mais on souhaite évidemment sensibiliser 100% des équipes sur le handicap. Qu'est-ce que c'est une RQTH, une reconnaissance qualité de travail handicapé. Qu'est-ce que c'est les risques psychosociaux. Sauf que dans la réalité, t'es déjà débordé par tes tâches, toi salarié. Est-ce que spontanément on t'invite à un webinar qui va te parler de c'est quoi le handicap? En fait, c'est assez compliqué pour aller Mm. chercher l'adhésion et l'intérêt. Donc, la recette magique, évidemment, il n'y en a pas, sinon ça se saurait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, euh, c'est que ma seule recommandation, c'est de jamais lâcher. Parce que, et tu vois, je le vois là avec plein de nos clients qui, sur la semaine de la QVT, ont fait plein de choses et puis qui regrettent un peu qu'ils aient pas eu plus d'adhésion, plus de présence, etc. Mais le problème, c'est que ça doit pas être un argument pour tout arrêter parce que c'est encore pire d'arrêter les actions, c'est encore pire d'arrêter des webinars, c'est encore pire de plus mettre d'assistance sociale à disposition ou autre parce que en fait elle était là un jour par semaine et puis elle avait vite fait 3 rendez-vous pris et voilà. Donc c'est ne jamais baisser les bras. Je sais que pour les équipes RH et s'il y en a parmi eux et elles qui nous entendent, je sais que c'est pas évident parce que je sais pour les côtoyer là depuis plus de 2 ans, c'est un public qui teste beaucoup de choses, qui a pas toujours les manettes pour pouvoir prendre des risques et à qui la prise de risque elle est pas facilement autorisée en fait.
Mm. C'est-à-dire que c'est pas à la marketing, test and learn, etc. Enfin, franchement, les équipes RH, je leur tire mon chapeau parce que dans la réalité, et ça a un effet pervers néfaste, et je le vois, c'est que la prise de risque est très limitée dans ces équipes-là parce que t'as pas envie de te tromper, parce que ça va concerner tout le monde, que sinon on va encore te le reprocher, que déjà t'as pas toujours de manière traditionnelle une supervision de super plus loin vision vis-à-vis de tes collaborateurs et collaboratrices. Alors je fais un peu de généralité, mais de quel est ton rôle et à la fois que ce soit sur la gestion des compétences, sur le suivi, etc. Donc en fait, cette prise de risque, je le vois, elle est limitée. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave, je vais continuer. Tu prendras ce que tu veux. Ce que Non, je non, vois mais en revanche, je parlais des leviers, des leviers. Donc tu ouais, disais effectivement, il y a ce côté, comment dire, maintenir l'effort, même si on n'a pas un ouais, ROI direct, un retour. Je et prendre des confirme ce que risques. tu dis. Oui, je confirme ce que tu dis. Et puis il y a une approche, enfin, si tu reprends l'image d'une complémentaire santé ou d'une mutuelle ou d'une assurance, enfin, en tant que salarié, on prend. Enfin, je pense que la plupart des gens prennent une mutuelle, ils savent qu'ils vont pas l'utiliser tout le temps. Par contre, le jour où ils ont un pépin, il faut qu'ils puissent se raccrocher à ce sujet-là. Je pense qu'il y a un peu cette logique-là derrière, derrière ce que tu proposes. Ouais, c'est complètement ça, de savoir que ça existe, tu sais, c'est latent. Et que le jour où tu en as besoin, en revanche, c'est très facile à déployer et c'est pas la galère et misère sans nom. Et d'ailleurs, ça me fait faire un lien aussi parce que nous, on s'est rendu compte là, tu vois, avec certaines solutions qu'on met en place, même avec des partenaires assurance mutuelle, ben nous, on va aussi agréger dans la mesure du possible tout ce qui existe dans l'entreprise sur nos sujets. Que ce soit une personne qui a été identifiée référent sur tel sujet, que ce soit, bah, en fait, tu as déjà une ligne d'écoute psy qui existe dans l'entreprise, et nous, on va essayer de compléter tout ça intelligemment et voir de remonter de manière plus efficace pour le salarié des sujets. Tu vois, ça nous arrive aussi avec des assureurs et mutuelles d'avoir, nous, on a un schéma d'escalade plus rapide au final parce qu'on a des entrées différentes qui font qu'on va remonter certains dossiers sur des fragilités spécifiques. Ça va nous permettre de voir ce qu'on déclenche. Je vais donner un exemple très concret parce que j'aime bien un peu les cas d'usage. On a eu il y a pas longtemps un salarié par an. Donc au départ, le sujet, c'était plutôt soutien scolaire, donc tu vois, branche BET. Et en fait, il s'est avéré que très rapidement, on a eu un message en nous disant, bon, en fait, la chute des notes, je comprends l'explication, c'est lié à du harcèlement scolaire et on sort notre enfant du système scolaire immédiatement. C'est une question de survie. Et donc là, tu vois, typiquement, c'est un exemple très concret qui peut arriver à n'importe qui où derrière, tu dois déclencher ben, à la fois tu as des ressources publiques qui existent. Tu as à la fois des ressources, bah, typiquement, là, c'était dans le cadre de la branche et du soutien scolaire qu'on avait mis en place. Et puis, on savait aussi qu'il était adhérent de telle mutuelle. Donc, on a pu faire escalader le sujet. Donc, ils ont pu mettre en place aussi tout un écosystème pour voir quel financement on allait avoir, du soutien scolaire temps complet dès le lendemain, le suivi psychologique, une partie aussi coaching scolaire parce que bah, il y avait des sujets au-delà des matières, c'était de retrouver confiance en soi, etc. Et puis toute la partie assistance sociale parce que derrière tu fais des dossiers à non plus finir, d'admin, etc. Donc tu vois, tout ce panel-là, l'objectif c'est comment tu donnes les outils aux salariés qui vit tout ça et en même temps qui doit être productif au travail et y être du matin au soir et alors que derrière il y a potentiellement des heures passées à détriquer tout ça. Donc c'est comment tu vas lui proposer un outil qui lui permet de réduire sa charge mentale et d'avoir des réponses très concrètes. Donc voilà, c'est un peu ça qui nous guide, c'est de se dire, très concrètement, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin et qui fait qu'on s'accroche même quand c'est dur, c'est de se dire, ok, il y a on résout des moments de difficulté parfois extrêmes pour des salariés et on croit que ça arrive qu'aux autres, on croit que c'est dans d'autres boîtes que nous, non, dans notre boîte, ça arrive pas, bah aujourd'hui il se passe rien, mais en fait, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Mm.
Ouais, et puis il y a un truc qui est aussi compliqué dans ce que vous faites, c'est que parce que tu pourrais dire, bah, en fait, on fait bien notre travail si on gère bien ces cas-là, les occurrences quoi, les cas qui arrivent et qu'on dit à tout le monde: «Bah, regardez, on a géré ce type de cas». Mais bon, l'enjeu, c'est aussi de respecter la confidentialité, ça sert à rien de mettre, sur la place publique, Mm. des cas comme ça. Donc il y a aussi, et je comprends la difficulté de dire, bah, en fait, oui, on doit sensibiliser et oui, on doit maintenir cet effort dans la durée, sans avoir un enjeu direct et héroïste là-dessus, pour que lorsque un cas compliqué arrive, ben, on sache le gérer et qu'il y ait le moins de temps possible entre le moment où ça arrive dans la vie de quelqu'un et ils sont contactés, enfin, et vous êtes C'est contacté ça. ou les bonnes personnes sont contactées via votre solution. Et Ok. en soit, en tout cas, que ce qui est mis en place, que ce soit Ma Bonne Fée, que ce soit des structures mises en place, elles soient suffisamment quand même un peu connues pour que ça Mm. passe pas nécessairement par les équipes RH. Tu vois, ça peut Ouais. aussi passer par le manager ou par le salarié lui-même, et nous, on insiste beaucoup sur en fait cette capacité à être tiers de confiance. C'est ça qui fait la différence. Et quoi qu'il en soit, sur des sujets comme ça, tu vas pas en parler forcément à tes collègues ou à managers ou aux équipes RH. En fait, tu n'as pas forcément ni l'idée ni l'envie d'aller partager parfois l'intime sur ce qui se passe chez Mm. toi. Et du coup, sur cette phase, je reviens à la charge un peu sur la sensibilisation parce que ça m'intéresse quand même beaucoup parce que effectivement, il faut que les opérationnels aient un écho de ce que vous faites, Mm. à la Ouais. fois vous connaissent, mais aussi connaissent un petit peu votre scope d'intervention. C'est quoi pour toi la bonne fréquence de mobilisation là-dessus? Alors, ils vont pas faire un webinaire toutes les semaines sur tous les sujets que vous abordez, mais enfin, je sais pas d'ailleurs, tu me diras. Mais est-ce que, je sais pas, chaque année, tu décides un peu d'un programme éditorial avec ton client en disant, bah voilà, Ouais. sur ce type de population, il faut qu'on en parle absolument de ça, et on se met un Mm. planning en face. Alors, ouais, nous, justement, dans la partie contenu, on arrive avec un programme éditorial sur Ok. lequel soit justement, alors qui souvent va aussi avec des programmes éditoriaux de grandes dates clés, que ce soit la semaine européenne du handicap en novembre, que ce soit Octobre Rose, que ce soit la semaine de la QVT, de l'ANACT qui était en juin, que ce soit la journée de la santé mentale, etc. Donc, nous, évidemment, en fait, toutes les boîtes font des choses sur ces périodes-là. Et donc, l'idée, c'est aussi d'aller dans la veine et de leur dire, ben, en plus, quand on travaille ensemble, ou en tout cas, il y a du package existant sur lequel vous pouvez vous plugger. Donc là, en général, c'est plutôt en fonction des thématiques prioritaires de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, c'est un cercle vertueux dans lequel, de manière anonyme, on leur remonte aussi des infos qualitatives sur qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise. Je vais te donner un exemple managérial, ça va te plaire. La semaine dernière, on a fait une remontée suite à un coaching. Donc nous, on a la partie opérationnelle qui est très liée à la partie qu'on appelle RH Customer Success, c'est-à-dire c'est la personne qui est en lien avec nos clients, les équipes RH, et qui remonte. Donc on a l'outil qui remonte des infos plutôt quantitatives, et sur le qualitatif, on va remonter soit de manière ponctuelle ou récurrente aux clients. Et là, bah, c'est typiquement un coaching d'un salarié senior, donc on est senior à partir de 45 ans, mais il est senior, et qui a exprimé ses difficultés à travailler avec son équipe, qu'il appelle les jeunes, et cette incompréhension qu'il a dans le quotidien, à la fois sur voilà, les sujets rencontrés du quotidien et la manière d'être et leurs priorités. Et donc, lui, il y a plein de choses qui le dépassent. Et donc là, c'était toute une session de coaching. Et donc ça, on l'a remonté de manière quali. Et donc, dans la foulée, et en parallèle, eh ben, ils ont construit tout un guide à destination du management sur le management intergénérationnel. Et ça, je t'ai dit dans un sens, mais ça peut être dans l'autre aussi. C'est-à-dire, parfois, tu as des managers juniors qui n'ont pas d'enfants, qui vont avoir dans leurs équipes des seniors qui ont des enfants. Et tout ça, c'est tes sujets que tu connais bien. Mais tout ça pour dire que dans la partie plus coaching de la personne en elle-même, parce qu'elle rencontre des difficultés, un sujet du sens, etc., on arrive à se rendre compte qu'il y a des choses qui sont détricables et que donc on va pouvoir créer aussi des moments clés sur lesquels l'entreprise va se concentrer pour communiquer. Donc, pour revenir à ta question qui était un peu le calendrier éditorial, bah, c'est en fonction des priorités sur lesquelles ils vont se plugger. Et après, bah, on fait aussi
on fait aussi des choses plus sur mesure qui peuvent justement, et donc c'était aussi ta question de qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a aussi tous ces moments qu'il faut prendre avec une communication dédiée. Tu vois, chez un de nos clients où on a fait vraiment un webinar dédié où on a vraiment mis l'accent sur la partie RQTH, et quand dans la foulée tu as des dossiers RQTH qui sont demandés, bon bah c'est que tu as réussi à l'objectif Ouais. fixé. Tu mesures le succès Exactement, à l'impact de ta campagne. c'est C'est ça. super clair. Merci beaucoup, Delphine. Merci pour tous ces exemples. Le temps file. J'ai quelques petites dernières questions à te poser. La Je suis première, je la bavarde, pose hein. à... Non, mais Je te l'ai pas c'est... dit. Oui, t'es bavarde. Moi aussi, je suis bavard. Mais le sujet est hyper intéressant et surtout, je trouve que tu le rends super concret. Donc, vraiment, ne t'inquiète pas pour ça. Question que je pose à tous les invités. Comment toi, tu apprends? Est-ce que tu as des routines pour soit toujours rester en veille active sur des sujets, soit pour t'assurer de, je sais pas, de capitaliser sur ce que tu fais au quotidien. J'ai l'impression qu'il y a Mm. un bon chemin qui a été parcouru là depuis 4 ans et demi sur ma bonne fée. Est-ce que tu as des petits conseils à nous partager là-dessus? Alors, je dirais qu'il y a eu il y a plusieurs phases de ma vie. Tu vois, si je reprends l'exemple, je parlais de mon entrée dans le monde du travail. Je me souviens très bien que ce qui a fait que j'ai évolué assez vite, en fait, je crois que je le résumerais assez simplement à la curiosité. En fait, quand il y a un truc que tu te dis: «Ah ça, j'aimerais savoir faire, enfin ça m'intéresse», et puis tu sais pas le faire, tu vas aller chercher les ressources, et en plus aujourd'hui, tu as plein de ressources pour apprendre à le faire. Donc tu vois, c'est comme ça que, quand j'ai commencé en stage, bah, assez rapidement, alors c'était, 2007-2008, et à l'époque, enfin je raconte souvent cette anecdote parce que, on commençait à peine, Facebook, et Ouais. donc moi très rapidement j'ai dit: «Ah bah, il faut qu'on se crée une page Facebook entreprise», j'y connaissais rien, et puis après je me suis dit: «Ah puis il faut on soit référencé sur Google Analytics», et donc ben je suis allée à l'époque, il y avait déjà des tutos, créer une page. À l'époque, tu pouvais coder ta propre page en FBML sur Facebook. Donc, je suis allée coder notre page entreprise. Je suis allée ensuite, j'ai une copine qui travaillait sur toute la partie référencement naturel payant. Donc, en échange de soirées sushi, elle m'a appris les rudiments pour que je puisse mener nos propres campagnes. Et donc c'est ça, c'est se dire que, alors oui, parfois il faut des formations payantes, etc. Mais je trouve que il y a aujourd'hui en plus que jamais, tellement de matières disponibles que et c'est d'ailleurs pour ça que j'essaye quand je recrute de pas me dire que c'est la formation qui vaudra pour théorie, tu vois, et pratique. Au final, on apprend tellement en essayant. Et tu vois, moi qui ai fait une école de commerce, qu'est-ce que j'en ai, enfin, je devrais pas dire ça, mais si, d'ailleurs, ce que j'ai le plus appris dans mon école de commerce, c'est à travers l'association dont j'avais fait partie, où on a géré un des plus gros budgets associatifs, où il fallait aller vendre des encarts publicitaires dans un guide, où il fallait rédiger des critiques. Enfin, donc tout ça, c'est en le faisant que tu l'apprends. Et alors aujourd'hui, je lis beaucoup de... Alors, je suis un peu addict à LinkedIn, je dois avouer. Donc, je suis des personnes sur mes sujets qui m'intéressent. Je lis leurs publications. Alors, je sais que tu as eu, par exemple, Laetitia Vito, que tu Mhm. as interviewé. Bah voilà, je lis régulièrement ce qu'elle produit, que ce soit sur Welcome to the Jungle, sur Vive, etc. Je me nourris beaucoup aussi par la rencontre. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans la case apprentissage pur, mais tu vois, d'aller ouvrir les champs des possibles avec des personnes pour voir la manière dont elles abordent un sujet. Et c'est ce qui fait que derrière, ça va ouvrir ma curiosité. Donc, je me force, parce que c'est pas toujours évident quand tu manques de temps, à prendre du temps pour rencontrer des personnes que je connais pas. Souvent, là aussi, c'est en termes de gestion du temps, c'est pas évident, parce que je me dis, je vois pas ce que je vais lui apporter ou cette personne va m'apporter de manière très court-termiste.
Et pourtant, et j'ai des exemples encore récents où ça m'a pas forcément apporté à moi directement, mais en fait j'ai pensé à une autre amie entrepreneur, du coup je les ai mis en relation et derrière ça a donné quelque chose. Et voilà, je suis persuadée qu'un jour, ça se trouve, ça donnera quelque chose pour moi et ou pas, mais en tout cas, ça m'a nourri de rencontrer cette personne. Donc je pense que c'est surtout ça aussi dans mon quotidien. Et après, je, je, euh, je, je manque de temps là-dessus, je vais être très honnête, pour lire des tonnes de bouquins un peu bien foutus de productivité, enfin, d'apprentissage pur sur mes sujets. Mm. J'adorerais, mais comme toi-même tu sais, avec une boîte et 2 enfants en bas âge, en fait, le temps dont je dispose est très très limité. Donc, et j'aime bien aussi un peu couper. Donc, je lis des biographies. Tu vois, du fondateur de Nike, les très classiques, Barack Obama, Michelle Obama, et ça, je trouve ça assez inspirant aussi. Très clair. Bah, merci beaucoup. Alors, sur la partie productivité, je t'enverrai un lien après. C'est pas un bouquin, mais je pense qu'en une semaine, ça peut te donner des repères ou te rafraîchir la mémoire sur des sujets. C'est un challenge qu'on a créé dans le club Team Bakery pour aider justement les managers à passer à l'action avec leur équipe. Parce que le sujet de la productivité est souvent très individuel et en réalité, Ouais. c'est assez peu soluble si on n'en parle pas à ses collègues. Euh, Merci beaucoup Delphine, c'était passionnant. J'ai une toute dernière question à te poser que je pose encore une fois à tous les invités. Est-ce qu'il y a absolument quelqu'un qu'il faut qu'on reçoive sur ce format-là pour échanger, alors sur des sujets d'apprentissage au sens large? Tu as vu un petit peu quelles sont mes questions et où est-ce que je t'ai amené. Eh ben, écoute, alors, je sais pas s'il va m'en vouloir ou pas, et je sais pas s'il sera réceptif ou pas. Donc, ce sera à toi après de Je- convaincre. Mais J'affûterai mes meilleurs arguments. voilà, je te parlerai de mon associé, Lucas Stevenson. Donc, moi, j'ai 2 associés, Lucas Stevenson et Vignan Vauvan. Et Lucas Stevenson, tu vois, et c'est marrant parce que spontanément sur le podcast, je l'aurais même trouvé beaucoup plus légitime avant moi. Lucas, c'est un génie d'apprentissage autodidacte Ok, qui pour le coup lit beaucoup de choses, regarde beaucoup justement YouTube. Il a cette capacité à, quand on se dit ah faudrait faire ça comme ça, voilà, ben le lendemain il s'est mangé tous les tutos qui existent pour pouvoir le faire lui-même. Notre première solution, elle était complètement en no code de A à Z, et c'est lui qui avait tout construit juste en quelques soirées, en allant comprendre comment tout fonctionne. Donc voilà, donc il est assez impressionnant là-dessus, et il est d'autant plus impressionnant que contrairement à moi j'ai le profil, on va rentrer dans les stéréotypes, mais très scolaire. C'est-à-dire que j'ai toujours été très très douée à l'école, j'ai toujours eu de très bonnes notes, j'ai beaucoup réussi à l'école. Lucas, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de difficultés à l'école. Il est complètement autodidacte. Je pense qu'il s'est peut-être fait virer un peu de l'école de temps en temps. Il n'a pas fait d'études. Il a commencé vendeur chez Marc Jacobs pour finir directeur des opérations retail Europe. Donc il a voilà un peu, je l'appelle souvent le génie créatif, tu vois, qui apprend et qui peut compter souvent que sur lui-même. Parce qu'il rentre pas dans les cases telles que en France, en tout cas, on a des cases. Et pour la petite histoire, il est franco-américain, donc les cases américaines lui vont un petit peu mieux. ok, super clair. Bah écoute, c'est bien noté, on va lui faire partir une invitation. T'es très forte, hein, c'est la première invitée qui arrive à me caser son associé, donc il y aura 2 épisodes, ma bonne fée. Alors ouais, Bravo. bah, lui, il pourra te parler plus de. Non mais je rigole, Alors hein, j'avais c'est pas vu top. ça comme ça d'ailleurs. Je te remercie infiniment Delphine. C'était passionnant. Tu vois, on a parlé un peu plus de 48 minutes, je crois, ensemble. Échange passionnant et surtout, moi, j'ai vraiment apprécié le fait que on est sorti un peu du stéréotype de la qualité de vie, en tout cas de ce mot valise qui veut un peu aujourd'hui parfois tout et rien dire. Et là, on a des exemples très concrets de solutions. J'espère que nos auditrices et nos auditeurs en seront conscients. Donc, merci infiniment de ton temps. Euh, Merci à toi pour ces échanges. il me reste à souhaiter une très bonne suite de journée à nos auditrices et nos auditeurs. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Merci Delphine, à bientôt.
Merci Baptiste, salut. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.